Bienvenue à la 32e édition du Salon international du livre de montagne de Passy pour prendre ce matin les chemins du Mustang avec Olivier Weber et Gérard Muller. Olivier Weber est grand reporter et diplomate, il est lauréat du prix Albert Londres et lecteur amoureux de Joseph Kessel. Il est donc un écrivain, un voyageur et témoin des drames de son époque et l'observateur lucide d'un monde qui est rongé par le stress et l'angoisse. Gérard Muller est pharmacien, je crois, était pharmacien, et il a randonné donc au Mustang avec Olivier Weber il y a donc quelques années, et ensemble ils sont les personnages de ce livre Au Royaume de la Lumière, publié dans la collection Terre Humaine chez Plomb, qui raconte cette randonnée assez extraordinaire, puisque Gérard Muller est aveugle, et il est l'auteur également d'un livre, Je vois mon bonheur, et dit L'aventurier aveugle, et aux éditions Lattès. Nos deux amis donc ont connu les pays en guerre. Olivier Weber a combattu la traite des êtres humains. Il a entraîné deux amis au Mustang, au pied de ces montagnes isolées qui tutoient les cieux. C'était le besoin d'un rythme nouveau, le désir d'apprendre au contact de l'autre, de rêver la liberté. Et c'était aussi la volonté de pénétrer ce royaume de la lumière pour laisser les bavardages inutiles et les caprices de nos contemporains là où ils devaient rester. Il a profité de ces paysages fabuleux, il a goûté le silence des monastères, il a croisé le regard des enfants en appréciant l'humanité des hommes et des femmes de rencontre, il a mesuré le courage de celles et ceux qui résistent sans se plaindre aux forces de l'esprit. Je pense que l'objectif de cette marche, c'était de glaner de vraies richesses sur le passage et de s'éloigner sans regret de la société moderne qui communique en excès et peine souvent à trouver son bonheur. Donc ce voyage est né d'un désir, d'un besoin de rompre avec cette société du stress et du temps qui passe et qui passe trop vite. Oui, enfin l'histoire, c'est l'histoire d'une amitié aussi avec Gérard, puisqu'on se connaît depuis quelques années, on est partis ensemble au Baïkal, en Sibérie, avec des non-voyants, en pleine hivernale. C'était une expérience humaine fabuleuse. Et puis Gérard connaissait le Népal lorsqu'il était, tu vas nous raconter tout de suite, voyant, et il connaissait le Mustang qu'il a vu de ses yeux vus de voyant à l'époque. Et moi, jeune alpiniste, himalayiste, quand j'avais 20 ans et quelques, j'avais pu approcher par les Annapurnales ce royaume qui était interdit à tout étranger, je crois en 92, qui désormais donc rattaché au Népal. Et je n'ai pas pu rentrer parce que donc il était interdit à tout étranger, sauf un ethnologue qui s'appelle Michel Pessel, qui avait fait un livre qui s'appelle Le Royaume interdit, qui a bercé mon enfance et mon adolescence. Et donc voilà, l'idée c'était d'essayer d'assouvir ce rêve, d'accomplir ce rêve, et voilà, d'accompagner Gérard, mais il s'est passé exactement l'inverse. C'est Gérard qui m'a accompagné, qui m'a expliqué son Mustang. Raconte-nous, Gérard. Oui, j'ai toujours été particulièrement amoureux de ces régions himalayennes. J'y suis passé plus de 10 fois. C'est vrai que j'en suis amoureux pour diverses raisons. C'est l'aveugle qui vous dit, c'est les paysages. C'est vrai que la première fois que j'y étais, je voyais mieux. Je distinguais les sommets, je voyais ces magnifiques. Comment? Ah, ouais. Ça va mieux? Voilà. Vous me le dites. Et donc cette région, j'y étais plusieurs fois, et donc à des stades divers au niveau de ma vue. Et donc j'ai vu ces magnifiques paysages, je continue à les voir, j'ai continué à les voir avec ma tête. Et j'aime cette région donc pour ces paysages, pour ces gens. C'est vrai que ces Népalais, ces habitants du Mustang en particulier, qui est une région un peu plus enclavée encore, c'est des gens qui sont extraordinaires, qui ont une empathie, qui connaissent les difficultés de la vie, parce que la vie là-bas est difficile, parce que
passer l'hiver à Lomonton, à 4000 mètres d'altitude, ben c'est difficile. Donc ces gens, j'adore les gens. Et ensuite, ben, il y a aussi, elle est imprégnée de cette religion bouddhiste qui est que j'aime bien et où il y a beaucoup d'empathie et beaucoup de compassion. Voilà, c'est 3 raisons qui font que j'adore particulièrement ce coin du monde. Ce qui frappe dans le livre, c'est le silence. Et Olivier décrit son ami sans yeux comme celui qui lui apprend le silence. Oui, oui, absolument. L'idée, c'était de partir ensemble et de faire un peu ce qu'on appelle la marche méditative, que vous connaissez sûrement parce qu'on peut la pratiquer ici. Et moi, j'ai longtemps pratiqué un peu plus loin, c'est au bout des Alpes, Mercantour, où j'ai habité très jeune. Et donc voilà, l'idée pour Gérard, c'était d'aller vers une sorte de, tu me corrigeras hein, si je me trompe, de rédemption. Donc voilà, parce que Gérard a perdu la vue il y a quelques années, et vraiment, il y a différentes phases, et d'abord de déni par rapport à cette perte progressive de la vue. Et puis moi, c'est parce que j'ai été longtemps reporter de guerre, et évidemment, ça me frappe. Hein. Autant on peut être, non pas fermé, mais comment dirais-je, on peut se protéger pendant un conflit, puisque les victimes des conflits maintenant sont à plus de 90% des victimes civiles. Et bien sûr qu'on est affecté, en psychanalyse, on dit qu'un témoin est une victime. Donc voilà, on s'effondre souvent quand on rentre dans nos vies respectives. Et donc voilà, c'était aussi un petit peu d'oublier ces cauchemars, on va dire, dus à ces guerres qui me hantent très régulièrement, et sur lesquelles j'écris, pas forcément des récits, et aussi des romans. Bien que je ne fasse pas que ça, je ne fasse pas du reportage de guerre. Donc l'idée, voilà, c'était un peu de croiser nos regards avec Gérard, et donc par la lenteur, effectivement, comme Michel le disait, par la contemplation, par la méditation, la spiritualité, fut-elle laïque. C'était voilà, de réapprendre aussi le goût des autres, enfin ça je crois qu'on l'a jamais perdu, le goût de la lenteur, le goût de l'altitude. Et puis ce qui était frappant, donc on a fait un film qu'on n'a pas pu vous présenter, mais on va vous projeter donc des images donc, de ce voyage dans cette enclave qui s'appelle le Mustang, qui est un royaume rattaché donc maintenant au Népal, qui était indépendant et qui est toujours considéré, on va dire, comme un royaume souverain par les habitants du Mustang. Ils sont 6000, on les appelle les Lowa, donc on peut dire les Mustangais. Et notre guide, d'ailleurs, on avait 3 guides de haute montagne. Le guide en chef, c'est Tsewang, donc c'est en fait l'un des princes du Mustang. Et donc c'est incroyable de voir la révérence, comment il est totalement adulé par les Mustangais, par les Lowa. Et d'ailleurs, on avait participé assez tôt dans notre voyage à la fête de Yartung, qui est la fête grosso modo de la fin des moissons et du début de l'automne, c'est-à-dire du début de l'hiver, parce qu'il n'y a pratiquement pas de saison. Après l'été, on tombe directement, ou de demi-saison, on tombe directement en hiver. Et donc, voilà, cette marche méditative, je crois qu'elle a été enrichissante pour l'un et pour l'autre, et puis dans notre dialogue et notre amitié. Mais je dirais qu'on était rattrapés aussi parce qu'on se croyait hors du monde, ou sur le toit du monde, à la définition du Himalaya, et en fait, on est au cœur du monde avec la mondialisation, et ce géant chinois donc, qui guette avec son programme des routes de la soie, 114 pays, 1100 milliards de dollars, et qui lorgne donc le Népal. Alors, le Népal, donc, qui a pas intégré, qui n'a pas absorbé, on va dire qui a intégré cet ex-royaume indépendant du Mustang. Et le Mustang, c'est quoi? Donc, cette longue vallée qu'on a remontée donc, pendant plusieurs semaines, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude, eh bien, c'est un Tibet sans la répression chinoise. Et donc, c'est extraordinaire parce que vous avez encore la pratique de la langue tibétaine, qui est non seulement tolérée mais encouragée, la pratique du bouddhisme dans les monastères, contrairement à ceux qui sont de l'autre côté de la barre des 6000, 7000 mètres, côté chinois, donc le Tibet occupé, où il y a dans les monastères, donc le Tibet occupé, des caméras qui surveillent tout moine et qui sortirait de son portefeuille une photo du Dalai Lama et qui irait en prison automatiquement. Avec des espions à chaque coin du monastère et à l'extérieur surtout. Là, on a encore une pratique de la religion totalement libre. Et ça, c'est ce qui nous a frappé. Et en même temps, bien sûr, le fait que ça reste un royaume ou une entité très fragile, parce que le géant chinois donc, guette tout cela. Donc ça fait, comment dirais-je, des interrogations. Donc on a fait le film, qui est un film de 52 minutes, et de 26, il y a 2 versions pour la chaîne Voyage et la chaîne France 5. Et puis, je me suis dit en rentrant, parce que je ne
prenait beaucoup de notes pendant le voyage, que ça ne suffisait pas, qu'il fallait aussi expliquer cette aventure humaine, spirituelle, et puis aussi l'aventure de Gérard, le fait, alors ça m'avait beaucoup frappé, pour finir, quand on a fait l'autre expédition au Baïkal en plein hiver, on a fait le film, et puis j'avais demandé au protagoniste de revenir dans les studios, donc plusieurs jours après le retour de Sibérie, donc à Strasbourg, on montait le film, et Gérard aussi sur fond noir, pris comme ça 5-6 intervenants, et Gérard, je me rappellerai toujours, a dit moi je vois autrement, et je trouve ça très beau. Donc, voilà, moi j'ai beaucoup appris par lui, et donc finalement j'étais censé être l'accompagnateur qui dit voilà, tu vois, le soleil se lève, voilà, le sommet 6 mètres, le petit chaud vers la Purna, et en fait c'est Gérard qui m'a tout expliqué, voilà, il a inventé, extrapolé, anticipé, parce que, alors, c'est là où c'est extraordinaire, parce que les aveugles développent, bien sûr, c'est un truisme, il faut le rappeler, des extra-sensorialités, ils sont carnésiques, ils développent bien sûr l'ouïe, mais aussi une intelligence humaine. Alors c'est assez agaçant, parce que Gérard est un hypermnésique, alors c'est assez pratique en même temps. Gérard, dis-moi, à quelle heure le soleil se lève demain? 7h24. Gérard, nous sommes sur un pont branlant, là, il y a du vide, à quelle altitude on est? 4222 mètres. Gérard, mais la profondeur, 223 mètres. Et il me dit d'ailleurs, je préfère ne pas voir. C'est assez drôle. Et voilà, donc tout ça pour dire que Gérard et ses amis donc, développent des sens. Et moi, j'ai appris aussi à voir autrement, donc à voir par le cœur. Et merci encore pour cet accompagnement. C'est moi qui te remercie. Non, mais on me pose toujours une question. Et elle revient très souvent. J'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacé, j'ai vu beaucoup de pays, et on me pose toujours la même question: pourquoi tu voyages? Tu vois pas, tu ne... Voilà. Donc première réponse, je vois. C'est vrai, je vois autrement, mais chacun de vous, si je vous demande si on allait tous ensemble au Mustang, chacun aurait son propre voyage, aurait des perceptions différentes, et chacun verrait autrement le Mustang, premièrement. Donc je vois. Et le voyage, c'est pas de voir la grande muraille de Chine, c'est pas de voir la chaîne des Annapurna, c'est pas de voir le Dholagiri, mais c'est aussi et surtout la rencontre humaine, les rencontres qu'on fait au cours du voyage. Et là, Dieu que c'était riche, Olivier, toutes ces rencontres, ces gens qu'on rencontre, cette difficulté de vivre. Parce que c'est vrai que quand on se balade dans ces contrées, et j'y étais déjà plus tard dans la saison, il fait très froid, et quand on voit, on peut imaginer les moins 30, les moins 40 avec le vent, c'est quoi, sans chauffage souvent, ou juste avec quelques bouses de vache, cette vie extrêmement difficile, on s'en rend très vite compte, et quand on est face à ces difficultés de vie, on relativise aussi. Et c'est là l'aspect curatif de ce voyage, et des voyages en général, c'est qu'on se rend compte des difficultés de vie qu'on peut avoir, et ça relativise vos propres problèmes. C'est vrai que j'ai souvent emmené des aveugles un peu partout dans le monde. On était au Mustang ensemble, au Baïkal ensemble, mais je les ai aussi emmenés dans les favelas du Brésil, et donc des aveugles d'ici, et on se rend compte, ou en Afrique, et c'est là qu'on se rend compte que, mon Dieu, que d'être aveugle, vaut mieux être aveugle en France qu'au Burkina, que partout ailleurs, au Mustang, et ça relativise, et ça permet aussi, quand on revient chez soi, on rentre de nouveau dans sa zone de confort, de relativiser ses propres problèmes, et chacun a ses problèmes. Et ça, c'est aussi une partie importante du voyage, que j'appellerais le voyage un peu curatif. Le médicament, je suis un ancien pharmacien. Et cette vertu curative qu'a le voyage, je ne sais pas si... Je pense que tu as aussi par rapport à ça, cette vertu curative du voyage. Oui, absolument. Moi, je suis né dans le mouvement, donc voilà, j'adore ça. Mais je crois aussi que nous tous, en tant qu'êtres humains, on a
une sorte de nostalgie des origines du nomadisme. Et c'est vrai quand le voyage, non pas de masse, qui était encore élitiste, avec Thomas Cook et les messageries maritimes, donc le paquebot, à la fin du 19e, ont eu des succès incroyables, parce que voilà, on développe toujours ce fantasme que de parcourir le monde, et bien sûr, de le parcourir, pour moi c'est important, c'est un parcours entre lignes rouges, c'est le parcourir avec le cœur, donc les yeux grands ouverts, mais c'est les yeux du cœur également. Et oui, je crois qu'on a besoin de mouvement, on n'est pas fait pour rester immobile, et peut-être que la transformation génétique, déjà qu'on a, alors c'est calculé par certains médecins et orthopédistes, on a pour les jeunes générations déjà ici une petite déformation de la base de l'oreille sur le bulbe sur le cerveau, donc sur la boîte crânienne, avec on a une petite, pas d'écollement, une petite poussée osseuse, parce qu'on a l'habitude de téléphoner sur le portable, et donc on aura des transformations génétiques sur des générations, voire des dizaines de générations, à force de rester assis, de faire de tout voiture, etc. Or, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour se déplacer, pour avoir de la mobilité, et bien sûr, ici, on est au paradis de la marche important. Et je crois que cette nostalgie des origines, ou du nomadisme, est importante. Et alors justement, je vois qu'il y a la photo du Dolaguéry, qui est un des 14 sommets de 8000 mètres au monde. Il faut passer, alors pas par le sommet, heureusement, il faut passer en laissant donc à l'ouest le Dolaguéry, le massif des Annapurna du Tilichot, donc l'autre côté à l'est, avec des 7000 et 8000, pour passer au milieu par la vallée qui est la plus profonde au monde, la Kaligandaki, qui a un dénivelé qui peut atteindre 6500 mètres. Et de l'autre côté, donc on est derrière ces barres rocheuses, on est sur les hautes vallées donc, du Mustang. Et voilà, donc c'était aussi cette aventure, on va dire, de spiritualité, de méditation, parce que évidemment quand on marche, vous êtes pour beaucoup marcheurs, c'est vrai qu'on a tendance à ralentir l'esprit, je reviens à la question de Michel, et c'est aussi cette expédition et ce livre sont des éloges de la lenteur dans nos sociétés, comme Michel le disait, hyper rapides, et c'est bien tout d'un coup essayer de fixer le temps, l'instant présent, puisqu'on sait qu'on est trop souvent nostalgique dans nos civilisations modernes et judéo-chrétiennes du temps passé, mais il n'existera plus jamais. Quant au futur, il est un peu difficile de le prédire, donc vivons l'instant présent, et ça c'était fabuleux. Et puis je rebondissais aussi sur la question tout à l'heure de la lenteur ou de l'isolement, et on était rattrapé, et ça a été le déclic pour moi par rapport au livre, bien que ce soit des chapitres très courts d'une page ou deux, où je parle beaucoup de nos aventures avec Gérard, et aussi de discussions par rapport à la réincarnation au devenir, parce que la tradition du Mustang, comme le bois est très cher, on ne peut pas faire de crémation, c'est d'exposer les corps en haut des falaises aux vautours. Et on appelle ça les funérailles célestes, donc on a beaucoup glosé avec Sewang, notre prince et ami, guide, enfin des trois guides, le prince du Mustang, sur qu'est-ce qu'on ferait de nos corps après le fait de disparaître, après le décès, quoi. Et donc il y avait pas mal de discussions là-dessus. Et puis il y a, pour moi c'était donc le point de départ du livre, le fait qu'on était rattrapé par la mondialisation. De l'autre côté, le géant chinois qui lorgne ce Tibet libre, qui les agace un peu, qui agace les Chinois, et puis une route en construction, enfin une piste plutôt, en bas, depuis Johnson, 2850 mètres d'altitude, la porte d'entrée du Mustang, donc que ce ne soit pas le Mustang, et le but à atteindre étant la frontière chinoise. Donc on ne construit cette piste que l'été, parce qu'il fait trop froid, il y a la neige l'hiver, et le jour où la piste atteindra donc la frontière chinoise, à peu près à 5000 mètres, je peux vous dire que ça sera une colonisation par le vénal, par la marchandise, etc. Donc une colonisation chinoise sans les gardes rouges. Et voilà, c'est un petit peu, on a eu une discussion là-dessus, cette piste qui est tout à fait légitime, elle est en même temps désirée par certains Mustangais, refusée. On voyait voilà, la jeune fille qui est là, elle a 18 ans, on tombe par hasard dessus, je ne sais pas si tu te rappelles, Gérard, qui parlait très bien français, qui fait des études secondaires, donc en première, en terminale, à Katmandou, et qui rejoignait sa mère pour l'été. Et bon, qui a une ferme à 4000 mètres, et qui accueille donc quelques travailleurs saisonniers, qui accueille les trekkers, hein, bien que le Mustang soit encore difficile d'accès pour des questions de prix du permis de trekking, les Mustangais se protègent. Et elle, par exemple, à 18 ans, je me suis dit, bon, évidemment, elle va être pour la route, pour la piste. Elle a dit, non, pas du tout, c'est la perte de nos traditions. Et Gérard avait comme guide attitré un jour et nuit Mingmar, qui est lui un Tibétain de 40 ans, qui a fui le Tibet à pied, à 20 ans, 20-21 ans,
en franchissant des cols. Il ne pourrait plus le faire parce que maintenant, tout réfugié se fait tirer dessus dans Paris-Gare-Frontière, mais à l'époque, lui, le faisait l'hiver. Et Mingmar nous disait, c'est dans le film, et peut-être qu'un jour, nos enfants ou nos petits-enfants ne sauront pas ce qu'est un yak. Le yak, donc notre bête traditionnelle, notre caisse d'épargne, notre autobus, notre tracteur, etc. Et c'est vrai qu'on a tout compris à travers ça. Et il y a toute cette problématique entre la modernité et l'attachement à la tradition qui est reflétée par ce débat sur la route. Donc voilà, on est à la fois hors du monde, sous le toit du monde, et en même temps au cœur du monde. Oui, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, dans Musang, j'y étais 15 ans avant. 15 ans avant, évidemment, il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas cette piste, ce début de piste, qui est, comme Olivier disait, qui était en train de se faire. Le téléphone portable ne passait pas. Et c'est vrai que depuis qu'il y a cette route qui va pratiquement, cette piste qui va jusqu'à longtemps, on n'a plus de porteurs, de Sherpas. Donc il y a toute une partie de l'économie qui disparaît. Donc ça, c'est le grand changement. Autre changement qui change pas mal de choses, le portable passe. Ça, c'était pas le cas avant. Et donc il y avait ça. Et c'est la première fois que j'ai vu ça aussi. Donc dans la montée, il y avait quelques champs. Ils cultivent là-haut, dans ces hautes altitudes, du sarrasin, du blé, qui étaient en jachère, donc qui n'étaient même plus cultivés. Et c'est des changements que j'ai remarqués, et ça en 15 ans. Là, on voit, je me permets de commenter derrière toi, donc il y a le monastère de Tsarang, tu te rappelles, et donc c'est le village de Tsewang, notre prince, c'est de là où est partie la fête du cheval, de Yartung. Donc. Et en fait, donc le nord est sur la gauche, donc le sud à droite, et le Montang, la capitale, est encore plus haut là, on est à 3800 mètres. Et le petit village de Tsarang, où est la maison à gauche, là, donc le village natal de notre prince, a ce grand monastère. Et derrière, il y a le vide. Il y a la fameuse vallée dont je vous parlais, la Kaligandaki, la rivière Noire, et donc cette gorge la plus profonde au monde, enfin les plus profondes en aval. Et voilà, et c'est en face, sur ces falaises aussi, que sont exposés les corps, donc, pour la non-crémation, pour l'offrande au vautour, les funérailles célestes. Et voilà, donc ça, c'était une étape essentielle qu'on a vue à l'aller et au retour. Oui, c'est vraiment un voyage pour comprendre et s'imprégner de la culture de l'autre. Et de montrer que c'est aussi un voyage de rupture fait par rapport à nos sociétés où on a tendance à vivre un peu sans empathie et sans toujours percevoir la beauté simple du monde qui nous entoure. Là, grâce à Gérard, peut-être, qui transmet son intelligence des sens, lors de ce voyage, vous avez pu percevoir le souffle de la vie sauvage à chaque pas. Oui, ce que j'ai surtout, ce que je suis particulièrement sensible donc, dans cette région, c'est la spiritualité, c'est la présence du bouddhisme qui est encore très fort et qu'on ressent beaucoup moins maintenant au Népal avec l'arrivée du tourisme. C'est comme partout, on retrouve les mêmes phénomènes. La spiritualité n'est plus aussi présente dans le reste du Népal. Et là, c'est vrai que dans cette région, elle est omniprésente. Et on a croisé, entre autres, un souvenir très fort a été dans ce temple avec les moniales, cet après-midi qu'on a passé avec des moniales. J'en ai gardé un souvenir très fort et il y a eu des grands moments de silence. Ah, c'est vrai, c'est... non, mais là, dans l'image, elles y sont là. Oui, ben ça, c'est Monsieur Hazard. Et c'est vrai que j'en ai gardé de cet après-midi, avec beaucoup de silence, j'en ai gardé un souvenir très fort et j'ai retrouvé ce Népal que j'avais vu quelques années auparavant.
oui, avec cette tradition donc, des nonnes, parce que, enfin, et des jeunes moines aussi, puisque traditionnellement, les familles du Tibet historique en général, et donc du Tibet mustangais, de Mustang, proposaient à un garçon ou une fille par famille donc d'aller au monastère. Cela permettait aussi non seulement d'avoir un parcours spirituel très fort, très souvent à vie, mais pas que, ça peut être quelques années, mais aussi une éducation, éventuellement aussi une nourriture. Et alors c'est fabuleux, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure avec Gérard, qui est pharmacien, donc de formation, et aussi la tradition des amchis, des médecins traditionnels, qui est en train de renaître grâce à un moine, donc Bista, qui a relancé cette école de médecine traditionnelle tibétaine, qui pourrait s'apparenter à la médecine traditionnelle chinoise, vieille de 5000 ans, avec une pharmacopée de 2000 produits ou médicaments donc, naturels, racines, décoctions, etc., cataplasme. Et donc voilà, il y a aussi cette lutte, ce combat pour la survie d'une part, mais deuxièmement aussi pour le maintien des traditions, le maintien de la culture, et ça c'était frappant. Et alors c'est passionnant aussi par rapport à ce que disait Gérard, par rapport au tourisme, parce que bon, moi j'ai traité au Népal depuis mon plus jeune âge, et passionné de montagne, et je me suis toujours dit, bon, à l'époque il y avait 50 PMA, pays les moins avancés selon la terminologie de l'ONU, donc c'est classifié avec le PNB par habitant, donc les 50 pays les plus pauvres de la planète, qu'on appelait pays du tiers-monde, puis pays sous-développés, puis pays en émergence ou en voie de développement, etc. Aujourd'hui il y en a 47, et aujourd'hui, donc 35 ans après mes premiers treks, le Népal fait toujours partie des 47 PMA, au même titre que la Somalie, le Yémen, l'Afghanistan, etc. Et on se dit, mais les royalties, le produit du tourisme n'a pas participé à cette égalitarisation du revenu moyen, pas du tout. Il y a des agences de trekking de Népalais qui marchent très très bien. C'est aussi une société en partie par caste, y compris non seulement pour la partie hindoue, mais pour la partie bouddhiste. Et voilà, donc eux, les Mustangais, les Loa, se protègent en exigeant donc un droit d'entrée assez élevé. Bon, en même temps, je crois qu'on fait qu'une seule fois cette expédition dans sa vie. Donc nous, on l'a préparé pendant quoi? Pendant 2 ans à peu près. Hein. Voilà, puis bon, j'ai eu un accident tout bête rentrant de Mexique, c'est encore retardé de 6 mois. Mais c'était aussi parce qu'on attendait des financements par le film. C'est le film qui a permis de financer ce voyage. Et voilà, le film le complète parce que moi j'ai été très frustré avec ce film de 52 minutes. On peut pas raconter la richesse spirituelle des Loa et on peut pas raconter le parcours d'un aveugle qui se bat, bien sûr pour lui, mais aussi pour les autres, dans une pratique, comme tu disais, dans petite compassion. Ça me fascine. Je pense qu'il y a un film à faire, ça peut être que de la fiction, un docu-fiction, sur la cécité, sur le fait de voir autrement. Et donc le livre, c'est aussi voilà, beaucoup de références à la philosophie de la marche. On parle beaucoup de Nietzsche en particulier, de Georges Genot aussi, enfin des grands voyageurs, écrivains marcheurs. Et voilà, et puis des réflexions sur la mondialisation, parce que justement là, on parlait de la Chine, quand on est parti de Katmandou, arrivé quelques temps après, le président chinois, Xi Jinping. Xi Jinping n'était jamais venu au Népal d'ailleurs, il est accueilli par la présidente, c'est une femme népalaise, qui est une maoïste, du parti maoïste. Mais c'est une maoïste très intelligente, parce qu'elle est anti-chinoise. Et Xi Jinping dit, écoutez, moi je ne comprends pas, on a un programme de 1100 milliards de dollars, on a la Mauritanie dans la besace, le Djibouti, le port du Pirée en Grèce, Orban en Hongrie nous fait les yeux doux, et le Népal, vous êtes notre voisin, vous n'êtes toujours pas dans la besace donc, des routes de la soie, les nouvelles routes de la soie. Ça a commencé par les mers, Birmanie, le Sri Lanka qui se révolte contre l'endettement, le Monténégro, où il y a pareil un endettement et l'économie monténégrine est totalement enchaînée à la Chine. Et Jinping dit, écoutez, on a un programme pour vous très intéressant, c'est qu'on va relier une ville du sud-ouest de Lhasa, notre Tibet à nous, entre guillemets, occupé, à Katmandou. Et la présidente, très méfiante, dit à Xi Jinping, écoutez, le problème c'est qu'il y a un des 14 sommets de 8000 mètres, le Makalu, qui est entre cette ville et nous, Katmandou. Et Xi Jinping se retourne, il fait sortir par ses 40 conseillers une maquette qui est grande comme la table. Non, on n'avait pas de problème, on a tout prévu. On va percer le Makalu avec un tunnel qui sera le plus long au monde, un tunnel ferroviaire de 40 km. Le coût était, je crois, de 9 milliards de dollars. Comment résister à ça? Alors pour l'instant, elle résiste encore, mais voilà, il y a cette résistance, on va dire, à ce colonialisme, on peut l'appeler comme ça, mercantile de la part de la Chine, et c'est pas évident, parce que le jour où ça se fera, donc des accords économiques avec des prêts bonifiés qui ne sont pas vraiment des prêts à taux zéro, et qui déclenchent un mécanisme d'endettement et d'enchaînement même,
presque d'esclavage économique et de dette à long terme, et bien à ce jour-là, donc on pourra se faire des soucis pour le Mustang, quoi. Donc on est encore une fois au cœur de la mondialisation. Oui, puisque tu parles des relations sino-népalaises, il faut la population du Mustang, elle est essentiellement tibétaine, je ne sais pas le pourcentage, mais 80% ou 70% de cette population, ce sont d'anciens réfugiés tibétains. Et bon, ils ne l'expriment pas toujours, mais ils sont, on le sent à chaque fois, ils sont profondément anti-chinois. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu, et c'est ce qui fait la beauté de cette contrée, ils ont voulu garder leur tradition tibétaine, et c'est pour ça que la religion, l'empreinte du bouddhisme est peut-être beaucoup plus marquée encore ici dans cette région du Népal. Et c'est vrai que la proximité de la Chine, cette route qui va un jour arriver, c'est sûr, les inquiète aussi un peu pour leur devenir. J'ai aussi, comme tu l'as dit, j'étais pharmacien, et j'ai envie de revenir sur cette journée qu'on a passée avec les Hamchi dans la montagne à cueillir des plantes. Là, pour moi, malheureusement, je ne les vois plus trop, je les ai touchées, c'est des toutes petites plantes parce qu'on est quand même à plus de 4000 et la végétation est toute petite. Mais la connaissance m'a beaucoup impressionné, la connaissance qu'ils ont des plantes et sur leur valeur médicinale. Et je pense qu'on aurait beaucoup aussi de choses à apprendre d'eux. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience parce que je me suis retrouvé avec une belle bronchite là-haut. Et j'ai pris des infusions de leurs plantes. Et bon, je suis de nouveau là, je suis là. Hein, et c'est vrai que ça m'impressionne, toute cette connaissance, et leur pharmacopée est vraiment très impressionnante. Je ne sais pas combien de plantes, je ne sais pas si tu en as un souvenir, mais plus de 2000, tu me dis, ouais. Et voilà, donc on a aussi beaucoup de choses. Le voyage, on a beaucoup de choses à apprendre. Alors, oui, il m'a vraiment foutu la trouille, Gérard, parce qu'on était à 4000 mètres, il commençait à tousser, etc. Et en fait, la solution, on l'a trouvée ici, quelques kilomètres. On sort à droite, là, à Salange, parce qu'en fait, le fils de Pierre, moi j'ai connu Gérard par son fils, Pierre Muller, qui est un ami également. Tous les deux, d'ailleurs, sont membres de la Société des explorateurs français, on les a fait rentrer à l'unanimité. Et Pierre est à la fois guide ETSA, donc guide de l'école d'alpinisme de Chamonix, et médecin à Salange. Et je l'appelle, j'avais quand même un satellite en montagne, je suis très inquiet, ton père commence à tousser, je lui décris les symptômes, il me dit, oh là là, ça peut être le MAM, le mal aigu des montagnes, on ne savait pas trop. Et on l'a descendu tout de suite, on était peut-être à 4002 je pense, on est descendu à 3007 pour dormir, donc ça allait mieux. Et après, donc quelques heures après, et le lendemain, donc Pierre, ton fils, donc m'a bien dit, maintenant finalement c'est une bronchite. Mais on était très inquiets, parce qu'on s'est dit, bon on arrête tout, puis on se rapatrie sur Johnson et sur Katmandou. Mais voilà, donc grâce à la Haute-Savoie, nous avons été sauvés, et ce film a pu se faire. Et à la médecine Hamchi, absolument. Et grâce aussi aux expériences de télémédecine des hôpitaux du pays du Mont-Blanc, et qui ont développé un dispositif de médecine à distance en haute montagne, ce qui a été mis en place il y a plusieurs années par Emmanuel Cauchy, qui a fondé l'IFREMont, et merci à Pierre d'avoir pris le relais. En tout cas, on a l'impression que ce voyage, il est vraiment fait pour comprendre, pour s'imprégner de la culture des autres, des habitants du Mustang, qui sont vraiment des hommes et des femmes qui partagent une certaine forme de joie et de vie en osmose avec l'environnement. Oui, absolument. Alors, ça vient aussi de la tradition bouddhique. Deuxièmement, ce qui est cher, c'est le thème aussi du festival, ce qui est cher à nous tous, c'est la solidarité en montagne. Quand on est en montagne, voilà, on est forcément solidaire, qu'on soit en cordée, qu'on soit en alpinisme, en randonnée ou dans un village reculé. L'autre compte, l'autre aide, l'autre vous sauve la vie. Et puis
faut accompagner l'autre en retour aussi. Donc voilà, c'est une école aussi de philosophie humaine qui est extraordinaire. Et oui, donc moi j'ai beaucoup appris là-bas. Et c'est pour ça que je parle de spiritualité laïque, et d'où le livre aussi, qui a beaucoup de traits d'humour aussi par rapport à notre aventure, mais aussi par rapport à cette volonté d'arrêter le temps, de lenteur, de sculpter le temps présent, d'en jouir, enfin au sens philosophique et spirituel, voire religieux du terme. Et donc oui, je crois qu'on a beaucoup à apprendre. Alors bon, en plus, le livre, moi j'en suis très heureux parce que j'ai été bercé par cette collection depuis mon enfance, la collection Terre humaine de Claude Lévi-Strauss. Et deuxième titre de la collection, Trisu Tropique. D'ailleurs, ça commence comme ça. Je et les voyages et les explorateurs. En fait, Lévi-Strauss, pendant 300 pages, il dirait tout le contraire. Et donc Jean Mallory, donc, qui vit encore, qui vous salue, qui a 100 ans cette année, grand spécialiste des glaces, comme quoi ça conserve, et donc qui a créé cette collection en 1955, qui est née en décembre 1922. Donc voilà, c'est aussi des réflexions justement sur ce que vous disiez, Michel, sur la tradition, sur l'ethnologie, sur ce qu'on peut apprendre des autres, etc. Et puis du coup sur l'enclave, parce que c'est cher à Gérard et à moi, parce qu'il y a l'isolement volontaire ou subi, la cécité en est un. Et moi j'ai vécu dans une vallée qui est enfant et adolescent, donc qui est totalement isolée, qui est la haute vallée de la Roya, dans le Mercantour, qui est fermée, vous savez, le bec du perroquet des Alpes-Maritimes, périodiquement, effondrement, etc. La vallée est bloquée, il faut passer à pied ou par la montagne. Et l'enclave est un phénomène, enfin, pas un syndrome, un phénomène géographique qui me passionne avec toutes ses implications humaines. Et voilà, je crois qu'on l'a retrouvé au Mustang parce qu'à la fois on est dans une enclave fermée par définition, en même temps très ouverte sur le monde, qui subit la tentation, qui apprend aussi aux autres les bienfaits, y compris de la médecine traditionnelle, Amchi, dont parlait Gérard, etc., etc. Donc oui, je crois que c'est une expérience unique. Et encore une fois, on n'est pas au bout du monde, on est vraiment au cœur du monde. Il me revient juste quelque chose qui m'a toujours, chaque fois que j'étais au Mustang, m'a profondément marqué. Donc c'est une vallée qui est difficile d'accès, et à Lomontan, qui est la capitale, qui se trouve à peu près de mémoire à 4000 mètres, et donc les gens, en hiver, au mois d'octobre, quand il commence à faire très très froid, parce qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de feu, descendent dans la vallée, restent à Lomontan, ça m'a toujours très impressionné, les vieux qui ne peuvent plus se déplacer et qui restent et qui gardent la maison et passent tout l'hiver dans cette vallée à 4000 mètres, dans des conditions, pour le moins qu'on puisse dire, très difficiles. Et quand tu parles d'isolement, c'est vrai que j'ai pensé à ces vieux qui restent dans cette vallée, seuls, coupés de tout. Là, ils sont vraiment coupés de tout parce que là, il n'y a pas d'accès possible en hiver et ils passent l'hiver dans des conditions climatiques extrêmes. Et quand on parle d'isolement, ça, c'est de l'isolement. De l'isolement et aussi une forme de résistance au destin qui est rendue possible aussi par leur sens de l'amitié, de l'entraide, de la solidarité, pour justement faire face à ces conditions de vie qui nous paraissent extrêmes, mais qui, pour eux, sont des situations de vie qui sont immuables depuis la nuit des temps. Donc on a l'impression d'un royaume qui est hors du temps, mais sur lequel le temps n'a peut-être pas une prise. Oui, absolument, parce que bon, là-bas, il n'y a pas de saison, il y a l'hiver et le reste. Et bien sûr, cet isolement physique et matériel dont parlait Gérard de l'hiver, avec une migration humaine, parce que là, donc, à Lomontan, c'est la capitale d'une entité qui n'est plus un royaume, mais si le royaume du Mustang est encore indépendant, ça serait la capitale la plus élevée au monde, donc 4000, 3950, c'est étagé sur plusieurs dizaines de mètres, et sur 6 000 habitants, donc 900 dans ce petit village, finalement. Et bon, évidemment, comme disait Gérard, l'hiver, il n'y a plus que quelques dizaines, dans des conditions assez draconiennes. Mais justement, il y a le repli intérieur, il y a la spiritualité, il y a la réflexion, etc., l'entraide, absolument. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au-dessus, alors là, on a continué avec Pierrot, donc le cadreur, qui est un passionné de montagne. Gérard est resté à Lomontan.
on a refait une boucle en altitude et on est tombé, donc on a enfin trouvé le prétexte à la fois du livre et du film qui était la recherche du Baral. Le Baral, c'est le mouton bleu, c'est une sorte de chamois tibétain qui est bleu et qu'on a pu approcher sur une falaise. Ça crapeuille autant que les chamois, voire plus. Et puis là, donc il y a 2 monastères en ruine, un pour les hommes, donc les moines, un pour les femmes, il n'y a plus personne. C'est assez compliqué d'accès, c'est pour ça que Gérard n'avait pas pu nous accompagner, puis tu étais encore un petit peu la bronchite, je crois. Et juste derrière, donc à 4002, on va dire, il y a un village, tenez-vous bien, qui subit ce qu'on connaît tous, le réchauffement climatique. Pourtant, on est au pied des glaciers, là. Et là, il y a sûrement ce qui peut être considéré comme le déménagement le plus haut au monde. Le village entier est en train d'être déménagé parce que le roi du Mustang donc, offre des terres pour que les villageois puissent s'implanter, on va dire, 400 mètres plus bas, vers 3008 à peu près. Donc voilà, donc même les Mustangais, les Laurois subissent également ces aléas de la condition climatique. Et voilà, mais donc, comme vous le disiez Michel, oui, il y a l'entraide, comme le disait Gérard aussi, la solidarité, etc. Et ça, ce sont des sources incroyables de réflexion, j'allais dire de bonheur, oui, quelque part, de réflexion philosophique sur la vie, sur la destinée, parce que bon, on est là sur Terre de passage, quelques dizaines d'années, ou à peu près un siècle, et puis cuit des jeunes générations, cuit du reste, etc. Et là, vraiment, on est encore une fois face à cela, et justement à la transmission, et à la nécessité de préserver l'environnement. Et c'est pour ça qu'il y a des monastères qui sont des écoles de sagesse, dans l'espérance ou dans l'espoir de continuer à vivre en arrêtant, en ne se détruisant pas. Là, il me vient autre chose aussi par rapport à la difficulté, on va dire, des paysages, les difficultés qu'on a à se déplacer. Et là, je reviens à mon problème de cécité. Et donc, comme je vous l'ai dit, je me suis souvent déplacé en Himalaya. Et il y a quelque chose qui revenait toujours. Donc, ils étaient impressionnés toujours de voir à ces altitudes un aveugle, parce que la quasi-totalité des aveugles là-bas, malheureusement, ne vivent plus tellement en famille, mais sont dans des instituts en bas dans les vallées. Et donc se trouve aussi un tout petit peu exclu de la vie familiale, et par rapport aux difficultés, comme les vieux qui sont de Nomontan, qui restent à Nomontan. Et c'est une réflexion aussi qui me vient par rapport à la cécité. C'est vrai que ces contrées sont tellement difficiles d'accès que le handicap, qu'il soit moteur et qu'il soit sensoriel, rend la vie de tous les jours beaucoup plus difficile. Et alors oui, sur la question des monastères, là on est dans le village de Saran, donc, et dans ce grand monastère qui donne sur le vide, et derrière vous avez l'ancien palais royal, parce que le roi a ou avait, donc parce qu'il n'y a plus un roi, des résidences et des palais dans à peu près chaque grand village. Il y en a une soixantaine à peu près, mais des palais, il y en a une douzaine, on va dire. Et celui-là, il tombe en désuétude. Le monastère du moine Bista, bon, voilà, donc, accueille des jeunes, effectivement, il y a une vraie tradition de préservation, donc des rites du bouddhisme, de l'enseignement du bouddhisme, mais ça va plus loin que ça, c'est aussi simplement les rites de la vie au-delà du monastique, de la vie familiale, de la tradition paysanne, la tradition historique du Mustang. Donc effectivement, le spirituel, le religieux permet de véhiculer justement la préservation des traditions, ce qui n'est plus le cas évidemment de l'autre côté de la frontière. Donc là, derrière la tête du moine, on est vers le nord, on monte vers la capitale, le Nomontan, donc 3950 mètres, et la Chine est pas très très loin. Et d'ailleurs, le guide attitré de Gérard disait, en riant, quand on était sur les remparts de la capitale, de ce petit village, le Nomontan, il dit non, c'est pas la Chine de l'autre côté, là. Ce que tu vois là-bas, quelques dizaines de kilomètres, c'est le Tibet, c'est notre pays, c'est le même pays, etc. Et donc les Tibétains, donc, les Loa qui sont tibétains, considèrent évidemment l'autre partie, l'autre côté de la frontière, comme étant une zone occupée depuis 1949, donc l'annexion par les troupes de Mao Tse-tung, et encore plus par la fuite du Dalai Lama en 1959. Et d'ailleurs, alors, pour la petite histoire, c'est que dans un autre village qui est au-dessus, encore plus loin, je ne sais pas si tu te rappelles, Gérard, on avait rencontré un
monsieur qui fait des tapis que l'été, parce que l'hiver, évidemment, il gèle, il s'enferme. 82 ans, il s'appelle Im Jun. Et Im Jun, c'est le dernier survivant de la guérilla des cavaliers du Kham. Alors c'était quoi les cavaliers du Kham? Quand le Dalai Lama a fui en 1959, clandestinement, Lhasa, de l'autre côté de la frontière, pour aller se réfugier en Inde et à Dharamsala, où il vit toujours. Je crois qu'il est en 35 ou en 37, j'ai plus sa date il a survécu à un cancer récemment. Il continue de préserver justement la tradition culturelle et religieuse tibétaine. Il l'incarne en tout cas, cette résistance à la fois civile et religieuse. Et bien Im Jun faisait partie de ces jeunes Tibétains à l'époque qui ont lancé une guérilla. Alors c'était quoi la guérilla du Kham? C'était des cavaliers, c'était à cheval, des petits chevaux tibétains, et ils chargeaient des vieux fusils, les tanks chinois, de Mao Tse-tung, de l'armée rouge. Ils ont été armés par la CIA, et puis Nixon est allé, le président américain est allé en Chine en 71 pour se réconcilier avec la Chine communiste, avec Mao Tse-tung. Et du jour au lendemain, la CIA a arrêté d'aider les cavaliers du Kham. Beaucoup se sont suicidés, ils étaient réfugiés pour certains au Mustang, et Im Jun, c'est le dernier cavalier, c'est le dernier résistant, et voilà, qui a sorti avec beaucoup de dévotion de son portefeuille une photo du Dalai Lama. Il a voulu nous offrir, à Gérard et à moi, un collier que lui a donné sa sainteté, donc le Dalai Lama. Et alors, il a beaucoup insisté, ce qui était délicat pour nous, que de refuser, mais on a refusé, parce qu'évidemment, pour lui, c'était... voilà, et ce serait des parties d'un objet extrêmement symbolique et plus qu'attachant. Donc voilà, c'est ça aussi le Mustang qui a incarné donc, cette résistance malheureuse, suicidaire par définition, des cavaliers à cheval contre des tanks chinois. C'est vrai, quand on parle du voyage, c'est la richesse du voyage, en fait, pour moi, c'est toutes ces rencontres. Hein, c'est cette rencontre avec ce guerrier, cette rencontre avec Tenzin, ces rencontres avec Mingmar, mon compagnon de tous les jours, hein, qui me guidait, qui était très précautionneux. Le voyage, c'est tout ça. Et ce ne sont pas uniquement les paysages, mais c'est toutes ces rencontres. Des rencontres qui font du bien et qui ensuite amènent à modifier la perception que l'on peut avoir du monde moderne quand on y revient. Oui, beaucoup, parce que bon, ces genres de voyages, on revient totalement différent. C'est aussi une introspection. Comme disait Gérard, c'est un échange humain, un échange dans la lenteur, dans la précaution des mots, dans l'économie de la parole, etc. On ne parle pas pour rien dire, d'abord parce qu'on est en hypoxie, 4000, 5000 mètres, on a le souffle court, et puis bon, on avait plusieurs semaines de marche déjà dans les pattes, il faut porter son sac, même s'il n'était pas très lourd. Et donc on est dans l'économie, et c'est vrai que le soir, à la halte, dans les bivouacs, dans les monastères, quand on dormait, en altitude, les échanges étaient d'autant plus importants. Donc il y a cet éloge de l'inventeur qui est fait dans le livre, mais aussi cet éloge du sens de la parole donnée, comme on peut parler d'amitié donnée, voilà, la parole donnée, etc. Et qui se traduit aussi par la loyauté, comme ce compagnonnage dont je parlais, compagnonnage d'alpinisme, de randonnée ou de marche, d'altitude. Voilà, la solidarité est très importante. Le binôme avec Mingmar, qui était le guide dédié jour et nuit, en toute intimité d'ailleurs, hein, je ne dirais rien. Entre Mingmar et Gérard, c'est pas évident, hein, évidemment, le soir, quand on dormait, puis préparer à manger, tout ça, Mingmar était formidable, Gérard aussi. Et c'est vrai, par rapport à ce que vous dites, le retour, alors pour ce qui me concerne, c'est vrai, je suis d'accord, pour moi chaque voyage était une source de richesse, parce que j'ai envie de... je voyage 6 mois par an, comme disait Nicolas Bouvier, puis notre écrivain voyageur préféré, puis le reste du temps, je m'enferme dans une chambre, un appartement, une maison pour écrire, et je restitue, et je suis passionné par ça, par aussi le fait de recomposer le réel, y compris par des fictions, y compris donc par des romans, et c'est une réinvention, c'est pas une invention, c'est une réinvention de l'institution du réel, parce que tout réel est en partie, évidemment, ou en grande partie subjectif, nous sommes des sujets. Donc il ne faut pas avoir peur de parler avec le jeu, d'être dans la subjectivité et dans l'émotionnel. Je pense que la raison, le rationnel, même le scientifique découle. C'est bien connu dans le monde scientifique, voire médical, aussi de l'émotion et d'autres sentiments, d'autres postures. Et donc oui, moi je suis revenu transformé, parce que là du coup c'était vraiment la lenteur. Et voilà, je crois que j'ai beaucoup appris, mais c'est aussi parce qu'on
on l'a bien préparé avec Gérard, bon, physiquement, mais aussi, comment dirais-je, on l'a préparé parce que c'est un voyage qui s'est mérité. Voilà, on a un peu galéré pour trouver les financements, etc. Et je crois que le voyage commençait même avant de franchir le seuil de nos maisons respectives. Pour le voyage, bon, tu fais l'éloge de la lenteur, c'est sûr. On apprend, et ça c'est antinomique par rapport à ce qu'on vit actuellement dans ce monde moderne, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on apprend, on essaye d'apprendre du moins, à se débarrasser du superflu. Et c'est vrai que on se rend compte qu'on amène beaucoup de superflu, et le voyage aussi apprend à se débarrasser de ce superflu. Les nomades sont les fils du vent. Ils n'ont pas l'angoisse du portable qui se décharge comme on peut l'avoir dans nos sociétés démocratiques et avancées. Oui, et puis, oui, absolument. Bah, c'est toute cette dialectique, la problématique dont parlait Gérard sur le rapport à la tradition, à la modernité, tout à fait légitime pour les jeunes, le portable qui envahit la vallée, voire la haute vallée. Et puis Myanmar, donc le réfugié tibétain dont je parlais, qui disait, il y a une quarantaine d'années, il disait, mais donc, est-ce que nos petits-enfants sauront ce qu'est rien, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà, il véhiculait cette angoisse, cette crainte, qu'on pourrait qualifier d'angoisse de Lévi-Strauss, de l'ethnologue, voilà, cuit de tradition sur les 10 000 langues parlées au monde. On sait que 3 000 à 4 000 vont disparaître dans les 20 ans qui viennent. Donc voilà, on sait que la culture, la tradition, la mémoire, l'histoire sont véhiculées aussi par la langue, et la transmission s'opère par le linguistique. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on avait tous les ingrédients, alors que notre intention au départ c'était voilà, de dialoguer sur la cécité, sur le traumatisme lié au reportage de guerre, parce que j'ai arrêté pour écrire, pour devenir écrivain, mais j'ai fait ça pendant 15-20 ans, et encore une fois, ça vous frappe. Donc voilà, je crois que le dialogue a bien marché, puis en même temps il y a eu ces ingrédients qui se sont rajoutés sur la disparition ou la réinvention de la tradition culturelle tibétaine moderne, parce que il ne faut pas dire non à la modernité, au contraire, hein, il faut aussi en prendre des bénéfices. Moi j'ai vu ça avec des peuplades traditionnels très reculés, y compris les Amérindiens d'Amazonie, dont les plus jeunes se servent des techniques de la communication, de l'informatique, des réseaux sociaux pour combattre, pour résister justement à l'acculturation et au fait d'être intégré à des sociétés plus modernes. Donc voilà, on était vraiment dans cette équation, et je crois encore une fois que c'est un voyage très enrichissant parce qu'on est au cœur du monde. Et quelle est la place des femmes au Mustang? Hier, on a parlé de la place des femmes en Afghanistan et des femmes kurdes. Quelle est leur position dans la société du Mustang? Alors la femme a une position très importante, parce qu'on pratique, entre autres, pas partout, hein, la polyandrie. Alors d'ailleurs, il y a des chapitres là-dessus, encore une fois, c'est des chapitres très courts. Il y a un chapitre qui s'appelle le mari des villes, le mari des champs. Parce que dans un village, alors je crois que ça c'est le village, mais Injun, qui est le village où il y a les derniers résistants de cette résistance, cette guérilla du Kham, qui avait suivi le Dalai Lama. Et alors c'était en aval, c'était un peu plus bas, vers 3800 mètres, et puis on est hébergé dans une ferme, etc., avec Gérard et Pierrot, et donc nos guides. Et puis on apprend que la tenancière c'est pas une auberge, hein, c'est une ferme qui permet de faire gîte aussi, on va dire, avait 2 maris. Alors là, en l'occurrence, il n'y en avait plus qu'un, parce qu'on n'était pas encore à l'hiver, et le mari travailleur, donc était parti dans les basses vallées à 2000 mètres pour travailler. Et on lui disait avec beaucoup de délicatesse et de diplomatie, mais comment vous faites quand ils rentrent, quand ils sont là tous les deux? Il n'y a pas de problème, il y a des pantoufles, il y a des chaussons, des chaussures devant la chambre nuptiale, donc voilà, ils n'arrivent pas tous les deux en même temps. Et donc là, le mari des champs qui restait, sans trahir de secret, était relativement porté sur la colle de riz, et donc il n'était pas très très actif pour la production économique du couple, enfin du trouble, comme on dit maintenant. et voilà, donc c'est une pratique qu'on voit aussi en Chine, pas simplement chez les populations bouddhistes, mais aussi dans le Yunnan et un peu dans le Sichuan. Donc c'est une manière aussi de préserver, voilà, non seulement l'économie, mais la reproduction, hein, voilà, parce qu'il y a pas assez de femmes aussi, etc. Bon, en Chine c'est encore différent, parce qu'en Chine,
On tue très souvent les jeunes filles à la naissance, comme en Inde, parce qu'il y a le problème de la dot en particulier. Et il y avait un très beau documentaire d'Arte qui s'appelait « De la malédiction d'être né et eux à la fin », donc il parlait beaucoup de l'Inde et de la Chine. Mais là, voilà, donc, dans le Mustang, en tout cas, il y a le mari des villes et le mari des champs, pas partout, mais très souvent. Donc, pour revenir à votre question, voilà, la femme a toute sa place. C'est une société qui protège vraiment les femmes. La femme est une femme non seulement qui reproduit, mais qui tient les clés de la maison, qui tient les clés de la sagesse, qui tient les clés de la tradition. Donc, voilà, moi j'ai souvent trouvé au Mustang, mais tu vas me dire ce que tu en penses, Gérard, donc une grande déférence pour la femme en tant que telle, avec un grand F. Oui, ben c'est omniprésent. La femme, ben, elle est présente. Et bon, je pense que c'est une société un peu matriarcale. Hein. Et la femme est très présente. Et ouais, c'est ce que j'ai ressenti de façon importante et qu'on ne retrouve pas partout. Et la femme est omniprésente. Et c'est elle qui me reçoit, c'est elle. Non, on voit que c'est la maîtresse de maison, c'est elle qui dirige, qui. Voilà, c'est tout ce que j'ai vraiment ressenti ça. Ce sont des populations qui sont éprises de liberté et qui vivent leur liberté dans le dépouillement. Ben, oui, c'est une société qui est prise de liberté, ben, comme elle l'a prouvé à travers son histoire. Hein. Et en Népal, il y a un peu moins de il y a du nomadisme aussi, hein, parce que ils remontent, suivant les saisons, ils remontent dans les vallées, et ce nomadisme, bah, c'est la liberté, hein, c'est la liberté de bouger, c'est la liberté sur le plan politique, c'est... Je sais pas, qu'est-ce que tu veux rajouter ? Et face à ces paysages fabuleux, les émotions sont stimulées. Or, on a l'impression que dans notre vie quotidienne, on passe plus volontiers d'une émotion à l'autre, à tout bout de champ, dans une sorte de zapping. Or là, justement, compte tenu du rapport au temps qui est différent, je veux dire, il y a un rapport à la nature, un rapport à l'environnement qui est certainement différent et qui permet d'avoir une stimulation des émotions et qui amène certainement à réfléchir sur la signification du monde. Oui, absolument. Et puis, la place de l'homme dans l'environnement, c'est vrai que l'environnement est déjà un concept très anthropocentré, c'est-à-dire qu'il y a l'homme et après il y a l'environnement qui lui est soumis. Et c'est vrai que quand on est avec des peuplades traditionnelles, c'est exactement l'inverse. D'ailleurs, dans cette collection, il y a un de mes maîtres, qui est un de mes profs d'ailleurs, qui est le fils spirituel de Lévi-Strauss, qui est Philippe Descola, qui est sûrement un des meilleurs anthropologues au monde, qui invente, entre guillemets, une nouvelle école de l'anthropologie qui consiste à ne plus privilégier l'anthropologie neutre, donc l'observation neutre, entre guillemets, qui pour moi est impossible. Deuxième étape, c'était l'anthropologie participative, on rentre dans le cercle de la tribu que l'on étudie, et Philippe Descola dit non, au contraire, il faut être dans l'esprit, il faut être un chaman de soi-même, il faut être un sorcier, il faut croire dans la réincarnation si on étudie une société himalayenne, il faut être à la fois une pierre, donc être dans le minéral, être dans le végétal, etc. Et c'est vrai que là, du coup, quand on est au Mustang, c'est totalement exacerbé. Par rapport à votre question sur l'hyper-rapidité, c'est vrai qu'on est tous, je pense que vous tous et nous, on se croit, on s'estime légitimement très bien informés et surinformés, sauf que dans le magma des milliards de gigaoctets, des milliards d'informations, de data, ce qu'on dit en anglais, transmises chaque jour, on n'en perçoit qu'une infime partie. Moi, je me rappelle, j'ai grandi avec un auteur qui m'a... Enfin, deux auteurs qui m'ont fasciné, c'est Cervantes et Goethe. Et Goethe, on pouvait dire de Goethe, au XVIIIe siècle, c'était l'incarnation de l'honnête homme. Hein. Touche à tout, il écrit un traité des couleurs extraordinaires, il était un peu biologiste, botaniste, etc. Bien sûr, philosophe, poète. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut être que hyper spécialisé si on veut être un tant soit peu, comment dirais-je, optimal et efficient dans son domaine de compétences. Et qu'est-ce que nous enseigne le voyage, la lenteur, et encore plus la montagne, c'est l'humilité.
c'est l'humilité face au temps, d'une part, l'espace-temps, puis deuxièmement, l'espace tout court, géographique, l'humilité par rapport au minéral, par rapport aux calamités, par rapport au temps, par rapport à la météo, etc. Et donc, oui, c'est une réflexion aussi sur la vie, et je crois qu'il faut savoir essayer de ralentir le temps, profiter de cet éloge de la lenteur et de l'instant T, deuxièmement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, de fixer ou d'apprécier le temps présent, parce que l'instant T, aujourd'hui, le fait de communier, d'échanger ensemble, parce qu'on vous sent, hein, il y a des ondes, hein, Gérard sera d'accord avec moi, il ne sera plus jamais le même, il est là, c'est quelque chose de magique, grâce à Michel aussi, et au Salon Festival. Et il faut savoir profiter de ces moments d'échange, qu'on pourra poursuivre d'ailleurs un peu plus tard. Mais voilà, donc moi c'est quelque chose que j'ai appris, alors peut-être que par nos cultures judéo-chrétiennes, on est peut-être encore une fois, peut-être dans l'adoration du passéisme, la nostalgie donc, du temps perdu. Alors c'est pareil, les romantiques allemands appellent ça en allemand die Sehnsucht, qu'on pourrait appeler par la nostalgie du lendemain. Alors c'est une composition assez subtile, c'est presque un oxymore, mais ça nous permet aussi de ne pas être nostalgique du passé, mais d'anticiper le futur et d'espérer le futur. Et c'est un mot qu'on a beaucoup prononcé hier, l'espérance, et notre voyage c'était ça. Et j'ai beaucoup apprécié votre conférence, Michel, avec Bruckner il y a 2 jours. Et je lui disais, parce qu'on a dîné hier soir à Chamonix avec Pascal, je lui ai dit, écoute, la fin de ton livre, l'épilogue sur la montagne en amitié, j'ai commencé à lire il y a quelques jours, l'épilogue est titré si tu arrives au sommet, virgule, continue de grimper. Proverbe tibétain. Et je lui dis, écoute, ça, cette phrase, c'est la fin de notre film. C'est exactement, c'est un des sommets, enfin, c'est pas un sommet, c'est un des cols qu'on voit. On arrive là-haut avec Gérard, et le film se termine là-dessus. Et peut-être, je ne sais pas si on voit, non, on voit peut-être pas le col. Et à ce moment-là, il y a l'image de fin, donc, et on cite ce proverbe. Il faut continuer de grimper. Et continuer de grimper, ça veut dire, voilà, continuer d'espérer. Ça ne finira jamais, tant mieux. C'est un peu plus fort que tant qu'il y a de l'espoir. C'est un continuum de descente, de remontée dans tous les sens du terme, géographique, mental, psychique. Et la vie, c'est ça, c'est cet apprentissage limite de Sisyphe. C'est d'ailleurs, c'est Paul Valéry qui disait, contrairement à Camus, il disait pour être Sisyphe, il faut être très musclé. Oui, puis il ne faut pas avoir peur de se faire écraser. En tout cas, cette leçon de vie mérite d'être transmise, comme cela mérite d'être transmise comme il faut aussi transmettre cette perception de ce que l'on entend, de ce que l'on touche au cours de ce voyage qui s'inscrit dans une durée importante. C'est vraiment le moment certainement idéal pour justement percevoir tout ce qui peut nous entourer. Et ce que dit Gérard Müller est vraiment très, très fort, parce qu'avec l'intelligence des sens qui l'anime, il a pu raconter ce qu'il voyait par l'intermédiaire de ses sens. Oui, mais je rebondis par rapport aussi à ce que tu as dit avant, Olivier, et ça a été dit hier, je crois, je ne sais pas si c'était Nicolas Bouvier, hier ça a été dit plusieurs fois, c'est vrai que le plus beau, c'est pas le but, hein, c'est pas d'arriver à l'homme au temps, le plus beau reste le voyage, et avec tout ce que ça comporte, toutes les rencontres, et c'est vrai que c'est... je sais pas, ça fait penser même à... J'ai du mal à aller... on est complètement détaché du temps, on n'a aucune... ou de randonnée, de marcher par exemple sur Saint-Jacques et tout ça, simplement le fait de marcher, on n'a aucune contrainte, il y a juste à placer un pied devant l'autre, et c'est vrai que c'est un moment privilégié, ce voyage à pied, et il nous permet de vivre vraiment le moment présent, et c'est ça qui est vraiment très beau dans le voyage, dans la randonnée. Encore beaucoup plus, parce que j'ai fait beaucoup de vélo, encore beaucoup plus qu'à vélo, c'est la lenteur du voyage à pied, ça vous permet de rencontrer l'autre, et c'est ça qui est beau, et c'est vrai que le plus beau, c'est pas le but, c'est le voyage en lui-même. Je
ce qui permet d'atteindre une certaine forme de sérénité. Je ne sais pas si je l'ai atteint, mais oui, ça permet en tous les cas de se détacher, d'effacer ses craintes, ses angoisses, d'appréhender le futur. C'est vraiment vivre le moment présent, efface un peu ses angoisses pour le futur et ne fait pas recenser les frustrations du passé. Et c'est vraiment vivre le moment présent. Et c'est quelque chose de difficile. Et je crois que, je vais encore avoir un réflexe de pharmacien, c'est vraiment de vivre le moment présent. Et ça, la randonnée à pied est certainement ce qui m'a permis le plus de profiter du moment présent. Et de faire la part entre ce qui est nécessaire et ce qui est futile, entre la part d'esthétique et la part d'utilité. Est-ce qu'il y a des questions que vous vouliez poser? Oui. Oui, alors, j'avais besoin de la lumière d'Olivier Weber, non pas en tant qu'écrivain, mais en tant que diplomate. J'ai pu comprendre que vous étiez ou vous êtes ambassadeur sur des zones de guerre. Et je voulais savoir quel est votre rôle et comment situe votre rôle par rapport aux ambassadeurs antiques. Oui, alors non, moi c'est fini, j'étais ambassadeur de France itinérant de 2008 à 2013. J'étais parti pour une mission de 3 ans, je suis resté 5 ans, grâce à un de vos voisins, qui est venu ici d'ailleurs, qui est confrère de Michel, qui est médecin, qui s'appelle Jean-Christophe Ruffin, qui était ambassadeur à Dakar, et puis un autre médecin qui s'appelle Bouchner aussi m'avait demandé, qui était ministre à l'époque. Et bon, j'ai des modestes compétences en droit international par rapport à mes études, mais voilà, moi j'étais ambassadeur, c'était sur la lutte contre l'esclavage et les droits de l'homme. Donc c'était non pas en bilatéral, comme le sont les ambassadeurs bilatéraux à Dakar, à Washington ou ailleurs, mais en multilatéral, ce qui est, pour moi, éthiquement, voilà, enfin, si je ne voulais pas faire de bilatéral, je voulais plutôt à l'ONU. J'étais principalement à l'ONU, mais c'est beaucoup plus chronophage. Et donc non, c'était surtout un travail que je croyais être juridico-juridique, c'est-à-dire de production de résolutions internationales, et c'était très politique. C'est-à-dire que chaque résolution, par exemple, je suis très fier, c'est pas pour moi, c'est pour mes équipes, il y avait 30-40 personnes, une résolution que je reconnais, parce qu'il est pharmacien, qui est une résolution sur les faux médicaments qui date de 2011. Et donc c'était compliqué, parce que la France fait partie des 5 majors pour la production de médicaments avec Sanofi, mais il y a 25% des médicaments dans le monde sont des faux médicaments. Donc, sont des faux. Donc on produit pendant 6 mois une résolution qui a été invalidée par 2 dictatures, je pèse les mots, la Chine et la Russie. Donc voilà, moi j'ai upgradé, comme on dit, donc j'ai fait une résolution à 120%. Elle est tombée à 98%, parce qu'on a négocié sur 2 concepts auxquels j'étais très attaché, c'est droits de l'homme et société civile. Voilà. Alors, les Chinois et les Russes diplomates ne nous ont pas dit qu'ils étaient contre, donc ils étaient pour les faux médicaments, mais ils ne voulaient pas d'intégration de société civile et de droits de l'homme, donc d'ONG et de lutte pour les droits humains, donc à l'intérieur de ces résolutions. Donc c'était un travail finalement très politique, passionnant. Et puis pendant 5 ans, pour ne pas rester dans ces enclaves, pas de montagne, mais diplomatiques, que sont les instances de l'ONU. Donc j'ai fait une 30aine de missions du Pérou, au Tadjikistan, au Sénégal, Cap-Vert ailleurs, pour aller voir justement les sociétés civiles, les ONG, tenues, parce qu'il y a un maillage extraordinaire. Il y a Philippe Latour, mon ami, avec son épouse Kim, qui sont là, et Philippe travaille à Médecins sans frontières internationales à Genève, il connaît ça mieux que moi. Il y a un maillage extraordinaire du monde par les sociétés civiles. Il y a des milliers d'ONG de par le monde qui ne sont pas occidentales, qui sont issues des pays du Sud et dirigées, fondées majoritairement par des femmes. Et ça va de la petite ONG pour améliorer la vie de quartier à Calcutta à des associations qui luttent contre les trafiquants de drogue à la frontière mexicaine, très dangereux. L'espérance de vie de ces humanitaires femmes est malheureusement limitée. Donc voilà, moi j'ai fait ça pendant 5 ans, et puis voilà, je suis parti avant qu'on me vire pour écrire des livres. Pardon. Sous l'autorité de Quai d'Orsay. Oui, j'étais diplomate Quai d'Orsay, voilà, j'étais ambassadeur de France, mais itinérant, donc pendant 5 ans, et en 2013, oui, c'est ça, 2013, j'ai repris la route. Bah, comme Jean-Christophe, qui lui a fait Immortelle Randonnée, sa randonnée sur Saint-Jacques. Immortelle Randonnée. Alors une question immortelle, après avoir parlé d'Immortelle Randonnée. Non ?
Si... Non, madame? Vous n'avez pas beaucoup parlé d'interprètes pour changer dans les langues différentes. Faut dire, pour moi, c'était un peu difficile parce que je ne suis pas anglophone, très très peu. Et aussi bien le Migmar avait des rudiments d'anglais. Tse Wong parlait parfaitement anglais, donc c'est en anglais que ça se passait. Et quand on communiquait avec les Anchi et tout ça, c'était grâce à l'interprétation de Tse Wong. Et c'est comme ça que ça se passait. Dernière question. Est-ce qu'on pourra voir le film Le film, vous avez parlé de la 5. Oui, le film donc, sur la 5 et la chaîne Voyage, en 2 versions, 52 et 26 minutes, a déjà été diffusé. Donc, alors, je pense qu'il va être rediffusé. C'est pratiquement le titre éponyme du livre. Ça s'appelle Mustang, le royaume de la lumière. On a vu d'ailleurs, quand on a vu le titrage, c'est le début du film, avec les drapeaux d'ailleurs. Et je pense qu'il va être diffusé, mais il faut regarder sur Internet en tapant Mustang, le royaume de la lumière ou YouTube. Tout à fait. On a préféré ce matin privilégier un dialogue et une rencontre directe avec Olivier Weber et Gérard Muller. Mais il y a à Passy, généralement en septembre, un festival qui s'appelle le Festival du film, de l'aventure, nature, autrement, qui est organisé par une association qui s'appelle Les Yeux Ouverts, à laquelle participe d'ailleurs très souvent Christophe Rella. Et je pense que dans le cadre de ce festival, ce film pourrait très bien trouver sa place pour prolonger justement cette conversation. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais peut-être vous demander un mot de conclusion, un message à nous transmettre. Message que j'ai envie de faire passer, que j'essaie toujours de faire passer, c'est que donc malgré les difficultés, c'est vrai que la vie n'est pas un long chemin tranquille, que la vie reste belle et qu'il faut en profiter, qu'il faut vivre le moment présent. Donc j'essaye de vivre le mieux possible ce moment avec vous. Et quelles que soient les difficultés, ça vaut le coup de se battre et de vivre. Je crois qu'il y a eu pour tous les deux, même si c'est un mot un peu à la mode, un processus de résilience ou de rédemption au niveau spirituel par la marche, même si on la pratique aussi dans les Alpes ou ailleurs. Et là, on avait le temps, et puis encore une fois, c'est cette maturation de 2 ans de préparation. C'est le rêve qu'il faut accomplir, le fantasme qu'il faut assouvir. Et donc voilà, c'était pour moi personnellement, par rapport justement à ce dont je parlais, le paysage de guerre, une manière aussi de domestiquer le cerveau, parce que le cerveau est un muscle qui s'emballe quelquefois, et il faut savoir le ralentir, et là, effectivement, par cette marche méditative, c'est extraordinaire. Puis deuxièmement, moi je n'ai pas fini avec cela, parce que bon, le livre c'est aussi une sorte de réflexion sur le voyage, sur la lenteur, nos anecdotes de voyage, avec Gérard, nos réflexions, etc., la mondialisation, les routes de la soie. Mais moi, je suis fasciné par tout ce que raconte et tout ce que vit Gérard. Il le fait aussi beaucoup pour les autres, c'est pour ça qu'on l'a fait rentrer à la Société des Explorateurs. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'aventurier aveugle. Mais c'est cette réinvention du réel, du coup, aussi, non seulement par l'imaginaire, par aussi la mémoire de ce qu'il reste, du paysage mémoriel, mais voilà, c'est aussi la déduction, l'anticipation, l'extrapolation des données précédentes, l'intuition, et voilà, c'est comment recomposer un paysage. Et moi, plusieurs fois, je t'ai pas dit, mais j'ai fermé les yeux et tu m'expliquais le paysage, et voilà, et c'est vrai que j'ai vu autrement aussi, enfin j'ai vu à travers tes yeux, si je peux m'exprimer ainsi, mais je trouve que c'est très fort, parce que ça veut dire aussi que tu as une force de caractère, et puis une empathie qui sont communicatives. Et moi, je vis beaucoup dans la compassion et l'empathie, elles sont importantes pour les autres. Qu'est-ce qu'on est d'autre qu'une chaîne, un maillon dans une chaîne collective? Alors évidemment, on s'arrête les cercles, mais il faut qu'il y ait des premiers cercles de compassion, qui sont les gens qu'on aime, ou les enfants, puis éventuellement un deuxième ou un troisième. Et ça, je crois que c'est éminemment philosophique, voire spirituel sur les croyants. Mais encore une fois, on peut parler de spiritualité laïque. Donc voilà, grâce à toi, je vois autrement.
Oui, j'ai juste envie de rajouter un tout petit truc, c'est que finalement de sortir de sa zone de confort rend certaines choses possibles, et c'est vrai que quand on est au Mustang, quand on est dans ces contrées, ben on n'est pas dans notre zone de confort, et ça me permet d'ouvrir les yeux, et il y a une disposition de l'esprit qui est différente, on est peut-être un peu plus réceptif, et c'est ça que m'apporte le voyage. Il y a un mot justement pour compléter ce que tu dis, Gérard, parce que c'est aussi la définition de l'aventure. Moi, je prépare un dictionnaire amoureux de l'aventure. Il y a 2 critères indispensables pour définir l'aventure. C'est ce que tu dis, donc sortir de sa zone de confort, et puis une certaine prise de risque quand même. Et 15 jours avant ce voyage qu'on a préparé pendant 2 ans, j'ai dit, c'est quand même une sacrée responsabilité d'emmener Gérard, même si évidemment on avait Mimar, un guide dédié, mais quand même, c'est des risques. Hein. Est-ce qu'on ne va pas tomber, etc. Est-ce qu'on ne va pas être malade, le MAM, ça va balayer les montagnes. Et puis, heureusement qu'on l'a fait, parce que, évidemment, cette prise de risque qui est indispensable, encore une fois, et il faut la circonscrire aussi par la non-prise de risques inutiles. Mais heureusement qu'on a pris ces risques, parce que du coup, c'est un voyage qu'on essaye de rendre communicatif aussi par les 2 films, par le livre aussi, parce que c'est ça aussi l'échange. Donc voilà, vive la prise de risque mesurée. Mais pour en terminer, je veux dire, la prise de risque, sortir de sa zone de confort, par exemple pour moi qui suis non-voyant, elle est tout simplement d'aller de chez moi au boulanger. Et la prise de risque, elle est déjà là. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est aussi un message pour les autres aveugles, et je vais juste vous donner un chiffre, Olivier le connaît parce que je le répète tout le temps. Il faut savoir que seuls 5% de la population aveugle sort de façon autonome de chez soi. Et ça, il y a 2 raisons essentielles. C'est sûr, il y a la prise de risque, la peur de sortir de sa zone de confort. Il y a aussi une question de technicité. Et ensuite, il y a une deuxième chose, qui est peut-être encore plus importante, c'est le regard de l'autre. Les gens, et j'ai eu cette période assez longue, qui m'empêchait de me montrer en tant que personne malvoyante. Hein, c'est à cause du regard de l'autre, et c'est pour ça que on n'utilise pas les outils qui me servent à pallier ma déficience. Je n'utilise pas ma canne blanche, qui est le symbole de ma cécité, et c'est aussi à cause de votre regard que beaucoup de gens ne sortent plus de chez eux. Et bon, c'est pas votre regard uniquement, hein, c'est surtout le regard qu'ils portent sur nous-mêmes. Et c'est pour ça aussi, c'est aussi un message que je veux faire passer, que la vie, elle n'est pas dans sa chambre, mais elle est dehors, c'est la rencontre de l'autre. Et c'est de dire aux gens, sortez de chez vous. Et c'est aussi le message qu'à travers le Baïkal, hein, le film que tu as réalisé dans notre voyage commun avec d'autres aveugles en Russie, au Baïkal, et c'est aussi le message à travers le film que tu as tourné au Mustang, que j'ai envie de dire aux autres aveugles, sortez de chez vous. Hein, la vie vaut la peine d'être vécue, et la vie n'est pas dans son studio, mais elle est aussi dehors, hein, et c'est de commencer à sortir, à prendre des cours de locomotion. Et c'est aussi cette locomotion auquel je me bats actuellement, qui rend possible toute vie sociale et qui rend possible l'accès au travail. Et c'est à travers l'aventure, le sport, que l'on reprend de nouveau, qu'on en reprend à nouveau à s'aimer et à s'apprécier et à s'aimer en tant que personne handicapée. Et c'est à travers ces voyages aussi un message que je veux faire passer. Merci pour ce message d'espérance. Au royaume de la lumière, le titre du dernier ouvrage d'Olivier Weber, paru dans la collection Terre humaine, qui est actuellement dirigée par Philippe Charlier. Au royaume de la lumière, donc, Olivier Weber nous explique le paysage, il pose un regard respectueux sur ses amis de rencontre, et surtout il transmet toute l'humanité de cette terre lointaine.
Il sème les graines d'une indispensable introspection sur nos comportements et il nous incite à réveiller nos yeux paresseux, pour reprendre sa propre expression. Et c'est en cherchant la lumière sur le chemin des humbles et des aveugles que l'esprit retrouve la sérénité dont il a tant besoin pour guider nos pas ici et maintenant. Donc merci à vous, et je rappelle donc ce livre vraiment très formidable, Au Royaume de la Lumière, paru chez Plomb. Les précédents livres d'Olivier Weber, Frontières, paru chez Olsen, ainsi que sa formidable biographie de Jack London, et puis le livre de Gérard Muller, Je vois mon bonheur, aux éditions Jean-Claude Lattès. Voilà, merci de votre attention, et merci à vous deux.